Sans moi, Vladimir Poutine aurait déjà conquis toute l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président américain Donald Trump, mais ensuite il a lancé des critiques à l'encontre de l'OTAN. Mais il a tout de même confirmé que les États-Unis ne quitteraient jamais l'Alliance Atlantique. Au contraire, ils ne feraient que la renforcer. Malgré tous les dictateurs qui aimeraient avoir l'affaiblissement ou même l'effondrement de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est le dictateur russe Vladimir Poutine qui en a le plus pris pour son grade de la part de Donald Trump. Donald Trump a affirmé qu'il ne laissera pas Vladimir Poutine prendre toute l'Ukraine et qu'il est prêt à accroître la production d'armes pour les alliés. De plus, Donald Trump saisit déjà ouvertement les pétroliers russes de la flotte fantôme et avertit qu'il vaut mieux que le Kremlin ne s'en mêle pas. Donald Trump a aussi demandé au nouveau président du Venezuela de rompre rapidement tous les liens avec la Russie et la Chine et d'imiter les autres pays de la région. De plus, la plus grande compagnie pétrolière de l'Inde a également déclaré avoir complètement arrêté l'achat de pétrole russe. Et maintenant, il est officiellement rapporté que les revenus de la Russie provenant des exportations de pétrole sont tombés à leur niveau le plus bas depuis le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. En somme, Donald Trump a décidé de faire pression précisément sur le secteur pétrolier. Je m'appelle Alexei Peschiy. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, commentez et suivez ma chaîne Telegram Peschiy News. Discutons maintenant du sujet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je commence par l'intervention tranchante de Donald Trump sur l'OTAN, qui à la fois loue et critique l'Alliance tout en assurant que les Américains ne quitteront jamais l'OTAN. Ici, je vais citer Donald Trump entièrement et m'adresser à tous ces grands fans de l'OTAN. Rappelez-vous, ils étaient à 2% du produit intérieur brut pour l'OTAN, et la plupart d'entre eux ne payèrent pas leur contribution avant que je n'arrive. En fait, les États-Unis payaient inutilement pour eux. Avec tout le respect, j'ai exigé 5% du produit intérieur brut et ils ont commencé à payer tout de suite. Tout le monde disait que c'était impossible à faire, mais c'est possible parce qu'en plus de tout, ce sont tous mes amis. Sans moi, la Russie aurait déjà conquis toute l'Ukraine. J'ai rappelé avoir mis fin à 8 guerres. Pourtant, la Norvège, membre de l'OTAN, a refusé de me donner le prix Nobel de la paix. Peu importe, l'essentiel est que j'ai sauvé des millions de vies. La Russie et la Chine n'auraient aucune crainte de l'OTAN sans les États-Unis. Je doute que l'OTAN serait avec nous si nous en avions vraiment besoin. Tout le monde a de la chance que j'ai réorganisé notre armée lors de mon premier mandat et que je continue à le faire maintenant. Eh bien, ce n'est évidemment pas vrai. Je voudrais ajouter que la seule fois dans toute l'histoire où l'article 5 de la charte de l'OTAN a été invoqué, c'était après les attentats du 11 septembre 2001 et l'OTAN a alors répondu. Je poursuis la citation de Donald Trump. « Du jour sans pas des titans, nous serons toujours avec l'OTAN, même s'ils ne sont pas avec nous. » La seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, ce sont les États-Unis d'Amérique reconstruits par Donald Trump. Rendons l'Amérique à nouveau grande. Certains experts affirment que Donald Trump s'est vexé contre les Européens qui refusent de lui céder le Groenland, d'où son poste. Mais dans cette situation, il n'y a pas que les Européens qui devraient en s'inquiéter, et même pas tant les Européens que les Russes. Pourquoi ? En fait, Donald Trump a déjà déclaré ouvertement que les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, puisque les navires de guerre russes et chinois naviguent librement dans les eaux du Groenland, et que l'Europe ne fait rien à ce sujet. Donc je n'exclus pas qu'en guise de compromis, l'Europe et les États-Unis ne s'entendront pas sur le transfert du Groenland. Sur le fait que tous ensemble, l'OTAN devra repousser les Russes et les Chinois de cette île, cela pourrait être un compromis. Et Trump a décidé d'ailleurs de montrer comment cela peut être fait. Et, ce qui est important, il a prouvé qu'il ne faut absolument pas avoir peur des Russes. En fait, aujourd'hui, le commandement européen des forces armées américaines a annoncé que le pétrolier Belaun, parti du Venezuela, qui avait changé de nom pour Mariner et avait hissé le pavillon russe, a été intercepté en mer du Nord. Il faut rappeler que Moscou avait déjà demandé officiellement aux Américains d'arrêter de poursuivre ce pétrolier. Il y a quelques jours, les Russes ont vite réenregistré le navire sous juridiction russe, affirmant qu'il ne faisait plus partie de la flotte fantôme et ne serait donc pas soumis aux sanctions américaines. Le Kremlin a menacé, déclarant que la capture de ce pétrolier serait un acte d'agression et qu'il lancerait des torpilles, etc. Apparemment, les Américains avaient d'abord reculé,
car le navire continuait vers la Russie. Plus tard, lorsqu'il est devenu clair que les gardes-côtes américains continuaient malgré tout à poursuivre le pétrolier, la Russie a même envoyé un sous-marin et 2 navires de guerre dans l'Atlantique pour l'escorter. C'était pour effrayer les Américains et montrer que nous sommes prêts à attaquer. Mais comme il s'est avéré, tous ces navires de guerre russes se trouvaient à proximité de ce pétrolier au moment où les Américains l'ont capturé. Ils n'ont rien fait. Les Russes se sont juste contentés d'observer pendant que les Américains capturaient leur pétrolier. Selon le Financial Times, des avions de l'États-Unis Air Force Pilatus U-28 Draco et un avion de la Royal Air Force britannique Poseidon MRI, un qui peut être utilisé pour la lutte anti-sous-marine et la surveillance, se sont dirigés vers le lieu de l'opération. Bref, on a simplement fait comprendre aux Russes « Écoutez, ne bougez pas, observez et partez d'ici ». Et c'est exactement ce que les Russes ont fait. En frappant le secteur pétrolier, Trump a voulu étrangler Poutine. Vous vous souvenez, les Russes eux-mêmes disaient qu'ils avaient très peur du scénario de Nicolás Maduro. Là-bas aussi, il y a eu des sanctions sur le pétrole, un blocus, la saisie des pétroliers, puis la capture du dictateur. Trump a déjà sanctionné Rosneft et Lukoil et commencé à saisir des pétroliers. On saisit bien la logique. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a encore attisé les tensions en déclarant que les Américains devraient me capturer, si ce n'est Vladimir Poutine, alors Ramzan Kadyrov, afin de pousser Poutine à négocier sur l'Ukraine. Pour l'instant, Donald Trump maintient la pression avec le pétrole. L'administration de Donald Trump a exigé de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, qu'elle expulse de son pays la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba, ainsi que de rompre tous les liens économiques avec ces pays. Des sources à la Maison-Blanche ont déclaré que le Venezuela devait coopérer exclusivement avec les États-Unis pour l'extraction pétrolière et privilégier ces derniers pour la vente de pétrole lourd. Les autorités vénézuéliennes doivent satisfaire à ces exigences avant que Washington ne les autorise à extraire davantage de pétrole. Selon une source de National Broadcasting Company News, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé lors d'un huis clos au Congrès le 5 janvier que Washington pourrait contraindre le Venezuela à agir car ses pétroliers sont surchargés. Rubio a souligné que, selon les estimations, Caracas n'aurait littéralement que quelques semaines avant de devenir un État insolvable sans la vente de ses réserves de pétrole. Trump déclare aussi « Nous avons convenu que les autorités provisoires du Venezuela remettraient en jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Américains. » Trump dit « Nous allons les vendre sous ma direction. Nous allons récolter l'argent de cette vente et avec cet argent, nous allons reconstruire le Venezuela. » Je rappelle qu'avant cela, des sources ont rapporté aux médias que l'administration Trump avait exigé du président par intérim du Venezuela de mettre fin au trafic de drogue, d'expulser du pays les agents iraniens, cubains, russes et autres hostiles à Washington, ainsi que de cesser de vendre du pétrole aux adversaires des États-Unis. De plus, les responsables américains s'attendent à ce que Rodriguez facilite l'organisation d'élections libres au Venezuela et finisse par démissionner. En outre, la veille, Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane contre l'Inde, si New Delhi ne cessait pas complètement d'acheter du pétrole russe. Et aujourd'hui, le plus grand raffineur privé indien, Reliance Industries, a déclaré, je cite, « Au cours des 3 dernières semaines, la raffinerie Reliance Industries à Jamnagar n'a reçu aucun lot de pétrole russe et n'attend pas de livraison de brut en provenance de Russie en janvier. » Donc l'Inde s'éloigne-t-elle vraiment du pétrole russe ? En fin de compte, comme l'écrit Bloomberg, les revenus des compagnies pétrolières russes continuent de chuter rapidement à la suite de la baisse des prix du brut Urals, qui se vend désormais avec une décote de près de $50 par rapport aux cotations du Brent. À l'issue de la semaine se terminant le 4 janvier, le revenu moyen sur 4 semaines de la Russie provenant des exportations de pétrole est tombé à 959 millions de dollars par semaine, ce qui constitue un minimum depuis le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Par rapport au début du mois d'octobre, les revenus pétroliers de la Fédération de Russie ont diminué de 35%, soit environ 500 millions de dollars par semaine. Le prix moyen de l'Urals, principale qualité de pétrole exportée par la Russie, a chuté de près de 40% depuis l'annonce des sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil. L'effondrement des revenus pétroliers promet de nouveaux problèmes pour le budget russe,
qui a perdu l'an dernier un cinquième de ses recettes provenant du pétrole et du gaz. Et ainsi, de janvier à novembre 2025, ses revenus pétroliers et gaziers ont diminué de près de 2,5 trillions de roubles par rapport à l'année précédente. Et en décembre, ils sont devenus les plus bas depuis août 2020. Et enfin, encore un point intéressant. Pour 2026, le gouvernement russe anticipe une légère hausse des revenus pétroliers et gaziers de 8,6 à 8,9. Eh bien, presque 9 000 milliards de roubles, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à recevoir 9 000 milliards de roubles provenant des revenus pétroliers et gaziers. Cependant, ces calculs étaient basés sur l'hypothèse que le pétrole Oural se vendrait en moyenne à 56 $, le baril, soit 60 $ de plus que les prix actuels. Autrement dit, dans le meilleur des cas pour la Russie, le Kremlin récoltera moins de la moitié des fonds prévus, ce qui promet de très très gros problèmes. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.